CNCSU, Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle, partenaire officiel de votre émission Quart d'heure santé. La santé pour tous, sans barrière financière. Avec la carte d'assuré CNCSU, protégez-vous et protégez votre famille. Adamso by Naidi, maison de couture prêt-à-porter tradi moderne, partenaire de l'émission Quart d'heure santé. Des créations élégantes alliant confort et style au quotidien. Bonjour et bienvenue dans votre émission Quart d'heure santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Prisca Rolande-Bassolé. Elle est neurologue, neurophysiologiste et spécialiste des troubles du sommeil. Elle accompagne entre autres les patients qui souffrent de douleurs comme les céphalées, mais également l'épilepsie et les troubles du sommeil. Docteur Bassolé, bonjour. Bonjour, c'est vraiment une joie d'être sur votre plateau. Merci de me recevoir. Tout l'honneur est pour nous. Pour entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous expliquer simplement à quoi sert le sommeil? Alors, le sommeil, c'est d'abord un temps de repos. Le sommeil, c'est un moment de restauration des cellules. Mais le sommeil n'a pas que cette fonction. Le sommeil également est une période au cours de laquelle différentes fonctions sont réalisées dans le but d'aider le bon fonctionnement de nos organes. Donc, entre autres, la restauration des fonctions cardiaques, la restauration des fonctions pulmonaires, la régulation de nos émotions passe par le sommeil. La croissance chez l'enfant également passe par le sommeil. Même la croissance du volume cérébral entre la naissance et l'âge adulte passe par des moments de sommeil. Donc, de façon générale, le sommeil est un moment clé pour pouvoir réguler toutes les fonctions de l'organisme. Donc, si je comprends bien, on a vraiment besoin de dormir pour mieux fonctionner. Effectivement. Combien d'heures a-t-on besoin de dormir? Alors, le temps de sommeil n'est pas le même. Le temps de sommeil requis n'est pas le même en fonction des tranches d'âge. De façon générale, la plupart des travaux s'accordent à dire que un enfant, un nourrisson, aura besoin d'environ 14 à 15 heures de sommeil, tandis qu'un adulte aura besoin de 7 à 8 heures de sommeil. Pendant la phase de l'adolescence, on ira autour de 8 à 9 heures de sommeil. Donc, ce sont des données sans rester très figées, mais qui permettent au moins d'avoir des quantités de sommeil qui permettent de réguler ces fonctions que j'ai citées tantôt. Mais même en tant qu'adulte, a-t-on tous les mêmes besoins en sommeil? Non, on n'a justement pas les mêmes besoins parce qu'on est génétiquement différents. On aura des personnes qui sont dites courtes dormeuses, tandis que d'autres seront longues dormeuses. On aura des sujets couche tard, des sujets couche tôt, et toutes ces variabilités génétiques-là vont faire que personne, en réalité, ne dort de la même façon. Il faut déjà se connaître sa physionomie pour pouvoir s'adapter et justement pouvoir avoir un sommeil optimal, parce que le sommeil, ce n'est pas que de la quantité, c'est aussi de la qualité. On entend souvent le concept de « je vais rattraper le sommeil que je n'ai pas eu cette nuit » par exemple. Peut-on réellement rattraper le sommeil perdu? Comme je venais de dire tantôt, le sommeil, ce n'est pas que de la quantité. Donc, lorsqu'on parle de rattrapage, la plupart du temps, les gens s'attendent à rattraper la quantité d'heures qu'ils n'ont pas eues. Mais ils ont raté la qualité de ce sommeil-là. Donc, oui, je pourrais m'exprimer en disant que sur les nuits qui vont suivre cette perte de sommeil, on pourra, en se couchant un peu plus tôt, sur les journées, faire de petites siestes, rattraper les quantités, mais malheureusement, la qualité de ce sommeil qui n'a pas eu lieu ne pourra pas être récupérée. D'où l'importance vraiment d'avoir une hygiène de vie au quotidien. Et donc, si je comprends bien, dormir la nuit, ce n'est pas la même chose que dormir le jour? Non, pas du tout. La nuit, il y a des processus. Justement, ça nous fait rentrer dans qu'est-ce qui se passe réellement pendant le sommeil. Alors, le sommeil, j'aime le décrire comme un train, un train qu'on va emprunter, c'est un trajet qu'on va faire. Lorsque le train entre en gare, on sent venir des bâillements, les paupières qui s'alourdissent et tout. Ce train va nous permettre de parcourir de s'arrêter à plusieurs gares. En général, c'est 4 à 6 gares lorsqu'on est un sujet adulte. Donc, on va faire 4 à 6 cycles pendant la nuit de 90 minutes environ, au cours desquels on va avoir différentes étapes du sommeil.
Donc, on va somnoler, donc c'est l'endormissement. Ensuite, on aura du sommeil lent, d'abord léger, du sommeil ensuite lent, profond, et enfin du sommeil paradoxal, c'est la partie du sommeil où on rêve le plus. On aura un court réveil. En général, les gens ne se souviennent pas de ce réveil, il est tellement court avant de reprendre un nouveau train qui va venir à quai. Alors, pendant ces moments particulièrement de sommeil lent profond, c'est là que se font tout ce qui est mécanisme de mémorisation, tout ce qui est mécanisme de nettoyage du cerveau. Il y a un système en particulier qui s'appelle le système glymphatique qui agit comme une grosse machine à laver qui va nettoyer le cerveau de toutes ces toxines. Donc le sommeil, en fait, c'est tous ces éléments-là qu'il faille considérer pour pouvoir le juger comme étant optimal. En tant que neurologue, vous voyez beaucoup de patients qui ont donc des troubles du sommeil. À votre avis, pourquoi on a tendance à sacrifier le sommeil dans votre expérience? Je pense que les gens ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils adoptent des comportements qui peuvent modifier leur façon de dormir. L'un des comportements le plus retrouvé dans nos habitudes aujourd'hui, c'est l'usage des écrans, tout simplement. Ces écrans se retrouvent partout, même dans nos chambres à coucher. Alors que la chambre à coucher, en fait, elle est censée être un endroit pour se reposer, pour être coupé de tout ce qui est stimulation externe. Et on a tendance également à rester devant ces écrans-là tard dans la nuit. Et je n'ai pas parlé d'un élément important, j'ai parlé des trains du sommeil. Mais qu'est-ce qui entraîne ces trains de sommeil? Ce sont des substances à l'intérieur du cerveau. Tout le monde aujourd'hui a déjà entendu parler de la mélatonine, cette fameuse mélatonine qu'on sécrète physiologiquement. Mais le cerveau n'a aucun renseignement puisqu'il est dans une boîte crânienne qui est fermée, donc il ne sait pas quand il fait jour et quand il fait nuit. Donc la seule façon de pouvoir sécréter de la mélatonine, c'est d'être dans une atmosphère de pénombre. Et cette pénombre, on ne l'a que lorsqu'on n'est plus sujet à une illumination. Mais nos écrans, qu'est-ce qu'ils font? Ils émettent de la lumière. Parfois, j'ai des personnes qui me disent « Non, docteur, j'éteins la lumière de la chambre ou de la pièce, mais je suis sur mon écran. » Mais cette lumière bleue a le même spectre que la lumière du soleil. Donc, on se retrouve en fait avec un signal qui dit au cerveau, il fait jour. Donc, la sécrétion de la mélatonine ne se fait pas et malheureusement, on ne dort pas. Autrement, quels sont les autres facteurs qui vont venir, à part, vous l'avez dit, les écrans, venir perturber le sommeil? Alors, en dehors de ce facteur lié aux écrans, il y a des facteurs liés à l'individu lui-même. Ça peut être une maladie chronique avec de la douleur qui empêche de dormir, qui maintient éveillé. Cela peut être des habitudes comme le fait de manger très tard, de manger très lourd. En général, quand on n'a pas le temps de digérer, on peut avoir des reflux qui vont perturber, qui vont fragmenter le sommeil. C'est le fait parfois également de faire une activité sportive intense trop tard qui malheureusement va augmenter la température interne du corps. Et lorsque la température interne du corps est élevée, cela va retarder la sécrétion de la mélatonine. Donc, on se retrouve avec des gens qui vont se plaindre d'insomnie, mais ce n'est pas une réelle insomnie, mais c'est un retard de phase. Parce que la température doit baisser pour que la mélatonine commence à être sécrétée. Donc, en dehors de ces éléments, il y a encore plein d'autres éléments qui peuvent perturber. Il faut déjà voir la literie, il faut voir l'environnement dans lequel on dort. J'aime aussi taquiner, il faut voir avec qui on dort lorsqu'on est en couple, parce que le sujet à côté peut souffrir de troubles du sommeil qui perturbent le sommeil du conjoint. Et voilà, entre autres, quelques éléments que je peux citer comme ça, pêle-mêle. Quels sont les motifs les plus fréquents que vous recevez en consultation? Alors, personnellement, par rapport au sommeil, la première cause de consultation reste les insomnies. Maintenant, dans ces insomnies-là, lorsque on essaie d'investiguer davantage, on se rend compte que ce ne sont généralement pas des insomnies primaires. Ce sont des personnes qui ont développé d'autres pathologies. Ça peut être un trouble respiratoire pendant le sommeil qui fragmente le sommeil. Donc, du coup, le sujet se plaint d'un sommeil non réparateur. Et il le colle sur l'étiquette de l'insomnie, mais en fait, non, c'est peut-être un SAOS, c'est-à-dire un syndrome d'apnée du sommeil. Ça peut être également des personnes qui bougent dans leur sommeil, mais qui n'en sont pas conscients. C'est le syndrome des mouvements périodiques des membres pendant le sommeil, qui fragmente aussi le sommeil. Et du coup, le patient se plaindra de ne pas se sentir reposé après sa nuit. Et voilà, entre autres, voilà, mais l'insomnie reste le premier motif. On est dans une période de jeûne, que ce soit le ramadan, le carême. Pourquoi cette période-là est sensible ? Et pourquoi on peut avoir un sommeil perturbé?
Très belle question. Alors, le mois de Ramadan, ce mois de spiritualité, nous amène à faire beaucoup d'efforts. Donc, ces efforts-là vont modifier un peu tout ce qui est physiologie du corps. Parmi ces efforts, c'est déjà se priver d'eau pendant un long moment de la journée. Parmi ces efforts, c'est se priver également de repas et tout. Lorsque je m'arrête sur le cas des repas, en général, à la rupture du jeûne, les gens ont tendance déjà en termes de boissons d'aller sur des boissons très énergisantes ou des excitants ou sucrés. Donc, c'est la consommation de café, de thé. Alors, le bissap sucré. Le bissap sucré, très sucré. Donc, c'est du sirop à la base, en fait. Donc, tous ces éléments-là auront tendance, quand je prends par exemple le cas des excitants, parce que je me dis que quand le patient il comprend, il fait plus attention. Alors, dans le café, il y a la caféine. Tout le monde sait que pour bien dormir, aujourd'hui, quand je dis tout le monde, les gens lisent, les gens s'informent. Donc, il faut bouger en journée pour bien dormir. Mais ce n'est pas seulement pour se fatiguer. Le fait de bouger, ce n'est pas la fatigue seulement que l'on recherche, mais intrinsèquement, on a également des fonctions qui se font. Lorsqu'on bouge, on génère de l'énergie. Et cette énergie se matérialise sous la forme de la destruction d'ATP, de molécules d'ATP. Dans l'ATP, il y a l'adénosine, qui est un élément, tout comme la mélatonine, qui nous aide à dormir. Et la caféine, lorsqu'on la consomme très tard, a les mêmes récepteurs que l'adénosine. Du coup, elle va se poser sur ces récepteurs et lorsque on estime être à l'heure de notre sommeil et qu'on veut aller au lit, malheureusement, il n'y a pas assez de récepteurs d'adénosine disponibles pour qu'on puisse s'endormir. Donc, ce sont des habitudes qu'on a sans vraiment comprendre pourquoi est-ce que ça perturbe le sommeil. À la rupture aussi, on mange lourd, on mange gras. Si on a le ventre trop tendu, si on a un reflux, on ne peut pas dormir dans ces conditions. Les personnes qui sont très accros au sport, c'est bien de faire du sport, mais pendant la période du Ramadan, il faut se ménager, pas dans le sens d'arrêter le sport, mais revoir ses habitudes et puis essayer de se donner des horaires ou de choisir des sports pas très intenses à l'approche du coucher. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le sport augmente la température interne et malheureusement ralentit la sécrétion de la mélatonine et donc ralentit l'endormissement. Et donc, pour nuancer sur le sport, il faut considérer que faire du sport au moment du coucher habituel peut décaler notre heure de sommeil de quoi? De quelques minutes, de quelques heures? Au tout début, je vous disais qu'on est tous génétiquement différents. Je ne pourrais pas donner de chiffres dans un intervalle très fermé, mais ce qui est décrit, ce qui est su, c'est que notre sommeil, tant que la température interne du corps n'est pas descendue, va être décalé. Et idéalement, lorsqu'on ne sait pas quels peuvent être les impacts justement de ce sport intense très tard, vaut mieux éviter de faire des activités trop intenses. D'où aussi le fait qu'on dort peut-être moins bien l'été quand il fait très chaud. Voilà. Parfait. Très bien. Quels conseils simples donneriez-vous donc pendant cette période de Ramadan, malgré le fait qu'on ait un peu des horaires décalés pour maintenir un bon sommeil? Pendant la période du Ramadan, déjà, il faut se donner comme objectif pas vraiment la quantité de sommeil parce que nos activités professionnelles, notre vie sociale ne nous permettent pas de traîner au petit matin et récupérer son temps de sommeil. On doit aller au travail et tout. Donc, on n'est vraiment pas sur la quantité, mais sur la qualité du sommeil. Donc, sommeil réparateur. Pour ça, il faut, à l'amont du moment du coucher, préparer ce coucher-là pour qu'on ait au moins 4 à 5 heures d'affilée et qu'on puisse avoir du sommeil profond. La mélatonine a son pic de sécrétion autour de 2-3 heures du matin. Et c'est le moment où on fait le plus de sommeil profond. Alors, si on peut être au lit bien avant 2-3 heures du matin, puisque je vous ai dit que c'est plusieurs trains qu'on va emprunter, pour pouvoir atteindre du sommeil profond et dormir d'affilée, c'est déjà bien. Au-delà de ça, j'ai parlé des excitants. À la rupture du jeûne, par exemple, ne pas boire trop sucré
éviter tant que possible tout ce qui est caféine, tout ce qui est théine. On peut prendre des boissons chaudes, il y a des infusions de bissap, d'autres types d'infusions et tout, mais à l'approche du coucher, vraiment éviter au maximum d'ingurgiter tout ce qui est excitant. Si possible, pour ceux qui peuvent organiser ce moment-là, faire une courte sieste. La sieste, elle est réparatrice. Avant 16 heures de préférence, mais 30-45 minutes grand max d'un court temps de sommeil au cours de la journée permet également de rattraper ce temps perdu. Vous avez beaucoup parlé de mélatonine. On sait que la mélatonine existe aussi sous forme de médicaments ou de compléments en pharmacie. Certaines personnes ont tendance à un peu s'automédiquer pour traiter leurs troubles du sommeil. Qu'est-ce que vous leur dites? Toute automédication n'est pas conseillée, peu importe la nature. On se dit que comme la mélatonine est censée être une hormone physiologique, ça ne fera pas de mal. Prendre un peu de mélatonine, c'est rien du tout. C'est un supplément, c'est un complément alimentaire. Mais attention, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de plaintes avec le terme insomnie qui ne sont pas réellement des insomnies. Derrière une insomnie peut se cacher ce qu'on appelle un trouble du rythme circadien. Et prendre de la mélatonine sans trop savoir à quel niveau on peut perturber un trouble du rythme circadien déjà préexistant. Donc non, il faut toujours demander un avis. Est-ce que certains médicaments peuvent justement venir aggraver les troubles du sommeil ou la somnolence pendant la journée? Oui, beaucoup de médicaments prescrits, bien entendu, dans des contextes où ils devaient être prescrits, ce n'est pas de l'abus, peuvent majorer un état de somnolence ou au contraire perturber l'endormissement. Si je prends par exemple le cas des corticoïdes, certains corticoïdes sont prescrits pour des personnes qui ont des affections où il est important d'en mettre. Qui en ont besoin. Qui en ont besoin. Finalement, c'est dans les effets secondaires de ces médicaments. Et en général, on aura toujours, le praticien pensera toujours à le prescrire à des horaires qui correspondent à la physionomie de l'individu. On sait que le cortisol, c'est à partir de 6 heures du matin, c'est où on voit débuter la sécrétion. Donc, c'est physiologique de mettre en général une corticothérapie en prise matinale. Et si on a des médicaments qui peuvent entraîner de la somnolence, c'est bien de les prescrire en soirée, justement, pour ne pas avoir ce risque de somnolence diurne et qui peut même être cause d'accident. Un assoupissement au volant, par exemple. Donc, bien respecter les horaires de prise des médicaments pour éviter ce genre de phénomène. Quand faut-il absolument consulter quand on a des troubles du sommeil? Déjà, je veux dire relax. Relax, parce qu'on voit passer beaucoup de patients qui, avec je pense, c'est une flambée de tout ce qu'il y a comme sommeil, comme conseil. Voilà, les gens arrivent en consultation. Non, docteur, je ne dors pas. Docteur, j'ai pas dormi hier et tout. Relax. Même pour des personnes qui ont un sommeil qui est en griffe bon, il peut avoir, pour une raison X ou Y, des moments où on ne dort pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va être taxé d'insomniaque et tout. Aujourd'hui, il y a tellement de produits, d'objets connectés, entre autres, que les gens sont aux aguets de tous les paramètres. Et ça, il a été décrit que c'est aussi une maladie qu'on appelle l'orthosomnie. D'accord. Donc, attention à ne pas aller chercher tous les paramètres. Non, hier, ma montre m'a dit que j'ai dormi 2 heures, que j'ai fait... Non, relax. Donc, l'orthosomnie, une sorte de rigidité face au contrôle de son sommeil. C'est ça. Et malheureusement, cette rigidité crée un état d'anxiété. Et l'anxiété, vous savez, c'est la porte d'entrée de l'insomnie. Donc, on y entre par une autre voie, finalement. Par une autre voie, finalement. En voulant arranger une partie, voilà, on rend délétère. Donc, du coup, pour revenir à votre question, quand consulter, effectivement, si ces symptômes-là, que ce soit le fait de trop dormir dans la journée, de peu dormir dans la journée, d'avoir des mouvements, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais ça existe aussi. Certaines personnes ne savent pas que ça fait partie des troubles du sommeil, mais se lever et manger la nuit, c'est un trouble du sommeil. Grincer les dents la nuit, c'est un trouble du sommeil. Se déplacer la nuit sans en être conscient, ça s'appelle le somnambulisme, c'est un trouble du sommeil. Donc, lorsque c'est répété, lorsque c'est handicapant parce que ça a un impact sur l'activité diurne en termes de troubles émotionnels, on est anxieux, on est irritable et tout, il ne faudrait vraiment pas hésiter, il faut en parler.
En parler ne veut pas dire qu'on sera médiqué. Une insomnie, par exemple, lorsqu'elle est aiguë, on recherche la cause et on traite la cause en accompagnant le patient à travers des techniques cognitivo-comportementales. Mais lorsqu'une insomnie, elle est chronique, la médication n'est pas la prescription. Et il y a d'autres moyens d'accompagner le patient. Donc, il ne faut pas chercher la facilité en toquant au cabinet. Il n'y aura pas forcément un traitement médicamenteux, mais il y aura forcément un accompagnement pour que les troubles se règlent, en tout cas. Tout à fait ça. Très bien. Quel conseil vous laisseriez-nous pendant cette période-là? Alors, le ramadan, c'est un moment de spiritualité, comme je disais à l'entame de mes propos. Et pour bien vivre ce moment de spiritualité, il faut qu'il y ait cet équilibre, qu'il y ait cette paix. Et le sommeil est ce moment-là qui permet de pouvoir apaiser les tensions, de descendre un peu dans toute cette pression de nos activités journalières. Et il est important de prendre soin justement de son sommeil pour que soi-même on vive bien ce temps de spiritualité et que également ne soit pas une source de difficultés pour ceux avec qui on vit. Parce qu'en général, quand on n'est pas bien, on est irritable, l'environnement est lourd et ce temps de Ramadan pourrait être mal vécu. Donc, prenons chacun soin de notre sommeil, mais surtout au quotidien. Pour finir sur une note un peu plus personnelle, j'ai envie de poser une question comme ça et vous demander quel moment vous a le plus marqué pendant votre exercice de la médecine jusqu'ici? Alors, je pourrais vous raconter par exemple ce qui m'a amené à faire neurologie, à choisir en faculté de médecine, en fait, la neurologie, c'est vraiment la spécialité que tous les étudiants ont. Voilà, on n'aime pas, c'est compliqué et tout. Et je confirme. En tout cas, c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple, c'est ça. Et j'ai eu le plaisir et la chance d'être dans le service d'un maître, d'un professeur qui, à travers son humanisme, à travers sa façon de véhiculer le message, m'a marqué au point où j'ai dit non, là, ce stage-là, ça a été le meilleur des stages que j'ai pu faire pendant mes études médicales et c'est sûr que je deviens neurologue voilà, pour vivre ça personnellement, cette atmosphère qui régnait pendant ces consultations. Donc, c'est vraiment un moment qui m'a marqué, qui m'a aidé à choisir ma voie. C'est vrai qu'on choisit quasi tous ou souvent nos spécialités par rapport à une ambiance, par rapport à un accompagnement, un mentoring qu'on a vécu en stage. Et moi, je suis fervente défenseur des étudiants et de leur bien-être dans les services. C'est pas toujours évident. Donc, c'est un beau message que vous nous laissez. Merci. Et donc, un rappel à tous les maîtres, vous inspirez les jeunes. Donc, occupez-vous bien des étudiants parce que ça donne de belles vocations. C'est ça. Et après, un bel exercice. Merci, Dr Bassolé, pour ce moment qui, j'espère, sera très utile pour tous ceux qui nous regardent. C'est moi et je vous remercie aussi.